Bienvenue à tous sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. La gauche durcit le ton et appelle Éric Woerth à la démission. Le ministre du Travail a admis aujourd'hui être intervenu pour l'attribution de la Légion d'honneur à Patrice Demestre. À quelques jours de la journée d'action contre la réforme des retraites, Éric Woerth pourra-t-il tenir? Analyse dans un instant de Gilles Leclerc. Et puis jour J pour 12 millions d'élèves qui ont repris le chemin de l'école. Une rentrée particulière cette année, marquée par plusieurs réformes et des grèves dès lundi prochain. Alors rentrée sous haute tension, c'est le débat du 22h. Benyamin Netanyahou et Mahmoud Abbas négocient pour des concessions douloureuses. Les deux hommes réunis à Washington ont réitéré leur objectif commun de 2 États pour 2 peuples. Un accord est-il vraiment possible? À suivre tout à l'heure. Bonsoir. C'est la première fois que le ministre du Travail admet être intervenu pour l'attribution de la Légion d'honneur au gestionnaire de fortune de Liliane Bettencourt. Lors d'une rencontre avec des journalistes, Éric Woerth a reconnu avoir écrit en 2007 un courrier en ce sens à Nicolas Sarkozy. Le ministre du Travail, qui se prépare à défendre la réforme des retraites mardi prochain à l'Assemblée, a toutefois ajouté qu'à ses yeux, ce geste n'avait pas de signification. Fabrice Cunet. Exercice d'équilibriste pour Éric Woerth ce matin. Après avoir longtemps nié, il reconnaît l'existence de la lettre de soutien à la demande d'attribution de la Légion d'honneur à Patrice Demestre. Je veux dire, j'ai fait comme des multiples. C'est une banalité, une grande banalité tout cela. Mais je n'ai jamais dit qu'elle n'avait pas existé. Personne n'a dit qu'elle n'a pas existé. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et quelle conclusion vous en tirez d'ailleurs? La conclusion d'un malaise pour certains. À gauche, on n'hésite plus à réclamer sa démission. À droite, en revanche, on serre les rangs derrière le ministre du Travail. Ceux qui souhaiteraient à nouveau polémiquer à partir de cet élément démontreraient, s'il en était besoin, que la chasse à l'homme à laquelle il se livre, eh bien, il ne souhaite pas qu'elle se termine. Je pense qu'il faut que nous puissions régulièrement et de manière extrêmement efficace désormais passer à l'examen de la réforme des retraites. Chasse à l'homme ou véritable trafic d'influence? Le doute a déjà une conséquence sur le débat sur les retraites, une redistribution des rôles au sein du gouvernement. J'ai appris effectivement il y a quelques minutes que François Fillon reprenait politiquement le dossier, qu'Éric Woerth pourrait conduire la partie technique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que c'est lui qui mènera les débats à l'Assemblée nationale? Eh ben, on le verra à partir du 7 septembre. Pour l'heure, Éric Woerth doit toujours défendre le projet de réforme devant les députés. Au sein de la majorité, comme pour les syndicats, certains craignent déjà que le débat soit pollué par l'affaire Bettencourt. Et justement, à 5 jours de débat sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale, Éric Woerth est plus que jamais sous pression. Sa position est-elle fragilisée, voire intenable? Dans un instant, c'est le décodage politique de Gilles Leclerc. Mais d'abord, on va écouter la réaction sur notre antenne il y a quelques instants de la députée européenne Corinne Lepage, jointe au téléphone depuis Copenhague. On l'écoute. Depuis le début, nous avons assisté à une série de contre-vérités, puisque je vous rappelle qu'au départ, M. Woerth avait indiqué qu'il connaissait à peine M. Demestre, puis qu'il n'était pour rien dans sa Légion d'honneur, et on voit que successivement, ce sont d'autres éléments qui apparaissent. Ce que je constate, c'est qu'il est de plus en plus en difficulté pour défendre une réforme qui est quelque chose d'absolument fondamental, puisque même les syndicats le remettent en cause, que c'est une affaire de conscience pour lui, et que je comprends difficilement qu'il reste en place comme il le fait. Et puis j'ajouterai un élément supplémentaire. Je suis quand même très étonnée que les pièces qui ont été réclamées par le procureur général près de la Cour de cassation, M. Nadal, ne lui soient apparemment toujours pas communiquées. Voilà, propos recueillis il y a quelques instants par Pierre Bonde-Joseph. Tout de suite, c'est le décodage politique avec Gilles Leclerc. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Alors on a dit que la position d'Éric Woerth était fragilisée. Est-ce qu'elle est intenable? C'est vrai que ce soir, on vient sans aucun doute de franchir une étape politique. À partir du moment, en effet, où plusieurs responsables socialistes et surtout 2 leaders syndicaux demandent une initiative, pour ne pas dire carrément la démission du ministre. Tout ça à 5 jours du débat au Parlement le 7 septembre prochain. C'est vrai que la pression monte fortement.
même si le feuilleton judiciaire continue. Parce que c'est vrai que d'un côté, il y a l'enquête et il faut laisser faire la justice, mais maintenant une véritable question politique se pose. En effet, Éric Woerth, quelles que soient les suites judiciaires, le ministre est-il en état de défendre le projet retraite à l'Assemblée le 7 septembre prochain? On commence en effet à en douter, et c'est sans doute nouveau. L'exécutif lui-même commence à en douter aussi, même si les ministres et à la tête de l'État, bien entendu, on affiche une grande solidarité. On sait aujourd'hui que c'est François Fillon qui va porter la réforme, y compris d'ailleurs dans les médias. Reste le cas Éric Woerth. Peut-il tenir jusqu'au remaniement prochain, c'est-à-dire à peu près jusqu'à la fin octobre? Ça devient extrêmement difficile dans un climat politique de plus en plus lourd, et certainement aussi sur le plan humain pour lui. Tout ça est très difficile et c'est très compliqué. Merci beaucoup Gilles pour ce décotage politique. On va rappeler quelques précisions ce soir, puisque l'UMP a apporté son soutien à Éric Woerth en dénonçant, je cite, une entreprise de déstabilisation à son encontre menée par l'opposition et les médias. Quant à François Fillon, il précise que le ministre en charge de la réforme des retraites ira la défendre devant le Parlement, sans toutefois prononcer le nom d'Éric Woerth. À noter aussi, vous l'avez dit, la réaction du secrétaire général de la CFDT, c'est François Chérec, qui estime que les démêlés du ministre du Travail dans l'affaire Bettencourt constitue, je cite, un vrai problème car on n'aborde plus du tout le fond du dossier. La suite du 22h avec, je vous le disais tout à l'heure, le jour J pour 12 millions d'élèves qui ont repris le chemin de l'école. Une rentrée inédite marquée par des mouvements sociaux dès lundi prochain et des réformes aussi. Alors le point sur ce qui change et aussi sur ce qui fâche, c'est avec Sophie Normand. Comme chaque rentrée, l'heure est aux nouveautés, nouvelles maîtresses, nouveaux copains. Une rentrée marquée aussi par plusieurs réformes, celle du lycée qui avait valu au ministre de l'Éducation Xavier Darcos de nombreuses manifestations. Dans sa continuité, Luc Châtel a repris la main en juin 2009, mais en assouplissant la mesure. Les élèves de seconde bénéficieront cette année de 2 heures d'accompagnement personnalisé. Dans la ligne droite des promesses électorales de Nicolas Sarkozy, Luc Châtel a maintenu le cap sur la réduction des effectifs. 50 000 postes ont été supprimés depuis 2007. Si cette mesure a permis, comme promis, la revalorisation financière des enseignants, elle pèse sur leur formation. Désormais recrutés à Bac+5, certains professeurs débutants se retrouvent en cette rentrée seuls devant une classe entière sans avoir suivi l'année de formation en alternance en IUFM. Une situation qui dénote alors que depuis 2007, les initiatives pleuvent pour faire de l'école une école de la réussite. Internat d'excellence, dérogation à la carte scolaire mais toujours pas de suppression totale. Un travail éducatif sur les marges à destination des méritants. L'éducation prioritaire dans les zones défavorisées, elle, est toujours en panne. Rentrée scolaire rime aussi avec rentrée sociale cette année. La classe reprend, oui, mais les mouvements sociaux aussi. Rentrée sous haute tension, c'est la question que l'on pose ce soir. On va en parler avec nos invités. Lauriane Degnaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente du mouvement des jeunes socialistes. Également avec nous ce soir, Benjamin Lancard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président des jeunes populaires. Benjamin Lancard, c'est pas fréquent d'avoir un mouvement de grève comme ça dès le premier lundi de la rentrée. Comment vous l'expliquez ? Ça faudra demander à certains syndicalistes, peut-être que ça relève de la psychanalyse, je ne sais pas. Alors mais quel signe y voyez-vous ? J'y vois le signe que voilà, on essaye de perturber, de ne pas laisser tout de suite les professeurs commencer à exercer leur beau métier directement avec les écoliers. Mais l'important, c'est que c'est une rentrée où on continue d'investir dans l'éducation, puisque le budget augmente de 2%, qu'on reste avec une école française où la moyenne de la somme investie, c'est du pourcentage du PIB investi dans notre éducation, c'est plus 5% par rapport à la moyenne de l'OCDE. Donc on a une priorité, c'est le premier budget de l'État. On a l'initiative de continuer à primer. Voilà, vraiment, c'est une priorité depuis 2007. Mais vous tenez compte des contestations ? Non, de ce qui se passe ? Je pense que c'est quand même lié à la réforme des retraites, donc c'est un autre débat au fond qui dépasse largement l'école, mais ce qui est certain, c'est que la rentrée se passe bien et que voilà, quand on essaye de créer des polémiques, alors il y a la masterisation, il y a par exemple cette polémique sur l'affaire de la Shoah à Nancy, tout ça c'est quand même des petites polémiques. Je crois vraiment qu'on a une rentrée qui se passe bien et qu'il faut juste souhaiter une belle rentrée à tous ceux qui sont là. Vous dites qu'elle se passe bien. Lauriane Degnaud, le PS se dit inquiet sur la rentrée scolaire et parle d'une rentrée catastrophique. Pourquoi ? Même parce que je pense que
On a tous vécu un été difficile. Il y a beaucoup de Français et d'enfants qui n'ont pas pu partir en vacances. La fin de l'année dernière était elle aussi compliquée et qu'on est inquiet parce qu'en temps de crise, on pense qu'on devrait investir prioritairement dans l'avenir de notre pays et donc dans les enfants et les adolescents de ce pays. C'est pas le cas. Une suppression de postes, 16 000 profs supprimés en cette rentrée scolaire. Moi, je m'inquiète énormément pour la richesse de notre pays et puis aussi pour l'encadrement de ces jeunes enfants qui ont besoin, parce qu'on vit un moment difficile, un moment de souffrance important pour notre pays, qui ont un besoin d'attention de la part Benjamin Lancard, d'adultes. attention, souffrance. Donc moi je dis d'abord, ça fait, de toute façon c'est toujours le même débat, c'est les moyens, le nombre de profs. La vérité c'est que le nombre d'élèves diminue en France, donc c'est normal que le nombre de profs diminue. Cela dit, le taux d'encadrement reste l'un des meilleurs au niveau de l'OCDE, puisqu'en moyenne on a un prof pour 12 élèves, même si je sais que c'est pas la réalité en classe partout. La plupart des classes elles sont à plus de 12 élèves. Je ne sais pas si tu as été récemment dans une classe où il y a des jeunes enfants auprès de toi, mais c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Moi, je ne connais pas de classe avec moins de 23 enfants en classe aujourd'hui et c'est extrêmement inquiétant. Tous les parents qui ont accompagné leurs enfants aujourd'hui... Donc le budget a augmenté. On a un effort immense sur l'enseignement supérieur, également sur l'école. Et par exemple, un des grands points de cette rentrée, c'est notamment la sécurité à l'école. Est-ce que moi, je ne sais pas comment c'est important parce que j'imagine que les parents... Moi, je vais te dire un truc. À la région Île-de-France, dirigée par un socialiste, j'ai voté avec les socialistes pour, par exemple, qu'on mette ce grillage pour protéger le lycée Adolphe Chériou à Vitry-sur-Seine parce qu'il y a eu quelqu'un de poignardé. Moi, je suis content qu'aujourd'hui, la rentrée se passe bien aussi parce qu'il y a désormais des règles fixées et que tout acte, comme l'a dit Luc Châtel, tout acte est sanctionné. Les de sécurité, ça ne remplace pas pour l'éducation des enfants, pour prendre soin d'eux, pouvoir les protéger et les aider à grandir. Le fait d'avoir des adultes, moi je pense qu'il faut... sur un sujet qui devrait nous rassembler, justement, je pense que l'avenir de nos enfants dans ce pays, leur protection, le fait de faire attention à eux, de les aider à grandir, et ça nécessite de la présence d'adultes, de l'attention. Tous les parents et les gens qui grandissent avec des enfants autour d'eux le savent et que ça doit dépasser les querelles d'appareils. Voilà, parce que c'est un sujet extrêmement important. Donc je pense qu'il faut plus de professeurs, qu'ils soient mieux formés, qu'ils puissent faire de l'alternance pour pouvoir... ça s'apprend, vous savez, quand on est face à une classe d'élèves, des petits-hauts, c'est pas toujours facile parce que c'est pas juste le savoir, c'est aussi comment est-ce qu'on fait pour les aider à grandir. Est-ce que ne ferait pas le gouvernement en les recrutant à un niveau supérieur, justement? Mais non, parce qu'ils ont moins de formation pratique et qu'ils sont moins par classe. Est-ce que quand donc ça, c'est pas possible. Donc il faut plus de professeurs, plus de pédagogie active, effectivement avoir une réforme globale sur la question des rythmes scolaires, et je suis contente que le gouvernement ait entamé une réflexion autour de ces questions-là, mais aussi une attention prioritaire sur les quartiers dits de relégation sociale. C'est pour ça que je voudrais revenir sur les questions de la réussite éducative. Vous savez, la réussite éducative, juste parce que la réussite éducative, pour le coup, c'est la droite qui l'a mis en place avec le plan de cohésion sociale. Juste deux choses pour cette rentrée. On a à la fois les internats... C'est extrêmement important que la droite est en train de pourrir aujourd'hui. On a à la fois les internats d'excellence qui sont lancés et qui sont une réussite importante. On a aussi le système clair, on a aussi le système clair, par exemple, qui permet tout ce qui est qui dépasse à la fois les ZEP et les réseaux ambition réussite pour permettre justement d'aider les plus en difficulté. Et on a aussi les internats pour les durs à cuire. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a vraiment un effort qui est fait. Il y a moins de professeurs, moins d'adultes pour s'occuper des enfants. Les chiffres sont là, 5 000 postes en moins aujourd'hui. Moi, je suis calme ce soir. Plus 5 milliards d'euros investis dans l'éducation nationale. Donc, je crois qu'il y a vraiment un effort. Et c'est vrai qu'il y a... Où sont les adultes pour prendre soin des enfants dans notre société et préparer l'avenir de notre personne ne trouve choquant dans notre pays que quand il y a moins d'élèves, il y a moins de professeurs. C'est pas vrai, il y a moins d'adultes pour prendre soin des enfants dans notre pays. Je rappelle juste que depuis 2007, on a un budget qui a augmenté de 5 milliards d'euros. Donc on ne peut pas dire que les moyens diminuent, on ne peut pas dire qu'on est juste sur un nombre de profs. Toutes les études, par exemple l'étude PISA qui fait référence, montrent bien que ce n'est pas juste une question de moyens, c'est comment est-ce qu'on les répartit. Comment est-ce qu'on fait pour aider les plus en difficulté. Plusieurs points positifs, mais est-ce que vous reconnaissez qu'il y a quand même plusieurs dossiers qui fâchent? Il y a les suppressions de postes, qu'on le veuille ou pas, il y a la réforme du lycée qui a été chahutée, il y a la réforme de la masterisation, il y a les rythmes scolaires qui divisent aujourd'hui. Quand vous allez à l'hôpital, est-ce que quand vous avez un étudiant en interne qui est à l'hôpital, Luc Châtel a demandé, est-ce que vous lui dites docteur ou monsieur l'étudiant? On lui dit docteur. Et là c'est pareil. Si on a un étudiant qui vient de sortir de sa formation, tu rigoles parce que c'est la vérité. Dans un hôpital, il n'y a pas que des internes, il y a moi, la santé pour moi ça me paraît une chose très importante comme l'éducation. Et comme Luc Châtel a proposé les systèmes de remplacement, on peut en parler parce qu'il y a moins d'infirmières pareil qu'à l'école pour s'occuper des merci à Lauriane de donner cet exemple, ça permet de dupliquer. On enlève tous les postes de fonctionnaires qui permettent de prendre soin de la société et de la population française. La vérité, c'est que aujourd'hui, bien les hôpitaux, c'est pareil. Benjamin Lancard, que si c'est le même discours, c'est parce qu'il y a le même problème dans différents... Non, c'est parce que la vérité, c'est le même problème chez les policiers, chez les infirmiers et chez les... La gauche a une grille de lecture qui consiste juste à compter un nombre de places. On pourrait, par exemple, parler de la sécurité, ou on peut dire, ah oui, il y a tant de policiers qui diminuent, c'est vrai, mais on peut aussi dire qu'il y a une police d'agglomération, on peut parler de la vidéoprotection, on peut dire qu'on
veut répartir les moyens différemment. C'est ça. Mais Lauriane Degnaud, on peut vous demander dans ce cas-là, quelles sont les propositions du PS? Est-ce que c'est toujours plus Non, c'est juste se plaindre, c'est une vision de cynisme. Pour la question des policiers, puisque l'insécurité a augmenté en France ces 8 dernières années depuis que la droite est au gouvernement. C'est faux. Est-ce que tu as des preuves? Tous les observatoires montrent que c'est faux. La délinquance a diminué davantage depuis 8 ans. Là, je ne te laisserai pas dire ça. Non, moi je ne te laisserai pas. Benjamin, c'est de pouvoir discuter. Complètement, mais pas de dire n'importe quoi. Si tu ne me laisses pas en placer une, je vais avoir du mal. Je sais que tu as du mal avec les débats et que tu insultes les journalistes, tous les gens qui font vivre la démocratie dans notre pays, la blogosphère que tu insultes aujourd'hui de gauchosphère. Donc je pense que la démocratie, c'est quelque chose d'important dans notre pays, Benjamin, et qu'on a le droit de s'exprimer. Moi, j'ai le droit de m'exprimer parce que je représente des jeunes. Je pense que les blogueurs ont le droit de s'exprimer sur la toile et que ce n'est pas la gauchosphère comme tu te prêtes à dire partout. Donc la délinquance sur les infractions sur les personnes augmentent dans notre pays ces dernières années d'un chiffre significatif, plus de 10%, et ça c'est extrêmement dangereux. Les attaques aux personnes. Non, on est d'accord. Le taux d'élucidation en France d'un homicide, c'est 95%. Avec les statistiques, non, c'est le même observatoire. Vous forcez les policiers à ne pas élucider les vraies affaires, les biens personnes. Donc nous on dit il faut une police du quotidien et on dit il faut plus de policiers là où ça pose problème et moins de policiers là où il y a moins de problèmes. Aujourd'hui dans les quartiers de relégation sociale, on attend toujours les commissariats dans un certain nombre de quartiers et de villes, et les maires de gauche comme de droite ont fait un courrier il n'y a pas si longtemps que ça au ministre de l'Intérieur, et c'est exactement la même chose dans les zones rurales dans lesquelles on va revenir. Vous répondez, on va revenir sur la rentrée. Il y a l'exemple de la police d'agglomération. C'est-à-dire qu'en gros, avant, on avait la police de tel ou tel département d'Île-de-France, ou pareil, autour de la région Rhône-Alpine et de l'agglomération lyonnaise et grenobloise, et puis elles ne travaillaient pas ensemble. Aujourd'hui, les polices travaillent ensemble, donc du coup, si on a légèrement moins de policiers dans les beaux quartiers, ils peuvent aller dans les quartiers populaires. Et moi, je suis fier qu'aujourd'hui, aucun homme de droite ne vienne un jour sur votre plateau, Sonia, en train de dire j'ai fait preuve de naïveté. Le dernier qu'il a fait, c'était un homme de gauche, c'était Lionel Jospin, et moi j'avais 17 ans. Aussi par quelqu'un qui a fait sa rentrée des classes aujourd'hui, c'est Luc Châtel, Lauriane Degnaud. Luc Châtel a aussi fait sa rentrée des classes, et les syndicats lui reprochent, Benjamin Lancard, d'avoir accéléré le rythme et qu'il y ait moins de concertation, de négociation. Pourquoi aller vite sur des réformes qui ne sont pas forcément Là, je pense qu'il y a une sévérité de la part de ces organisations syndicales, parce que d'abord, quand on parle de sécurité, la sécurité c'était vital. Rappelons-nous, en février-mars dernier, on avait quasiment toutes les semaines un élève poignardé. On ne peut pas accepter, l'insécurité évolue et il fallait qu'il... moi je suis en Ile-de-France, j'ai voté justement pour qu'on protège nos élèves, pour que demain les parents n'aient pas peur quand les enfants y vont. Donc on a organisé des grandes assises de la sécurité à l'école, des états généraux, et ça a pu... C'est pour ça qu'on réduit le nombre de profs. Il y a eu une lutte très forte contre l'insécurité, d'ailleurs, auquel les syndicats ont participé. Donc je crois qu'on a une rentrée où le budget augmente, on a une rentrée où il y a des grands efforts. Comment vous qualifiez cette rentrée, si vous devez choisir un mot? Rentrée de travail et rentrée dans la sérénité. Lauriane Degnaud. Une rentrée extrêmement inquiétante. Merci beaucoup. C'était un vrai débat tranché. Merci beaucoup Benjamin Lancard, Lauriane Degnaud d'avoir été les invités de ce journal. La suite du 22h, et dans un instant, c'est notre page internationale consacrée ce soir à la reprise des négociations israélo-palestiniennes. Mais d'abord, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, c'est dans le tour de l'info avec Marie Brémaud ce soir. Il y a quelques heures, une plateforme pétrolière a explosé dans le golfe du Mexique. Les 13 employés sont sains et saufs et aucune nappe de pétrole n'est à signaler pour le moment. Cette nouvelle explosion s'est produite à 130 km au sud de Vermilion Bay, sur la côte de la Louisiane, soit un peu à l'ouest de la plateforme de BP qui s'est effondrée il y a 3 mois, provoquant une gigantesque marée noire. Il continue encore à baisser le chômage pour le 2e trimestre consécutif. Le taux de chômage s'établit ainsi à 9,3% en métropole et 9,7% en outre-mer. Christine Lagarde espère une diminution durable. Brice Hortefeux a annoncé aujourd'hui vouloir renforcer et élargir le dispositif des peines planchées à tous les auteurs de violences aggravées, et ce même pour un premier délit. Au Sénat, où la loi arrive en séance dès mardi prochain, la gauche se mobilise déjà contre ce bouleversement du droit pénal. Là, on est dans un changement, si vous voulez, enfin une tentative en tout cas, de changer l'architecture de notre droit pénal. Et c'est très très grave. Mais il faut croire que la politique sécuritaire réussit à Nicolas Sarkozy. Sa cote de popularité est à la hausse selon un dernier sondage.
Il n'y aura pas d'augmentation des impôts avant 2012, échéance électorale oblige. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui Christine Lagarde, ministre de l'économie, alors que son ministre du budget, François Baroin, un peu plus tôt, avait dans une lettre adressée aux parlementaires souligné la nécessité de trouver de nouvelles ressources fiscales. Toutefois, l'hypothèse d'une hausse de la CRDS est envisagée, mais pas avant 2013. À Washington, beaucoup de bonnes intentions en cette première journée de reprise officielle des pourparlers de paix entre Israéliens et Palestiniens. La secrétaire d'État américaine Hillary Clinton s'est voulue optimiste. Nous sommes convaincus que si vous avancez de bonne foi et que vous ne déviez pas de votre engagement à réussir au nom de votre peuple, nous pouvons résoudre tous les sujets essentiels dans le délai d'1 an. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas ont prévu de se retrouver tous les 15 jours. Peut-on parler d'une véritable remise en marche pour la paix au Proche-Orient? En tous les cas, tout semble aller dans ce sens. La rencontre tout à l'heure à Washington entre le Premier ministre israélien et le président de l'autorité palestinienne a été qualifiée d'encourageante par les deux hommes, même si bien sûr le chemin reste semé d'embûches. On en parle ce soir avec Yoav Toker. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste et universitaire israélien. Alors Yoav Toker, le fait que les deux hommes se soient rencontrés directement, ce n'est pas que symbolique, c'est un pas important? C'est symbolique et éventuellement important. Et bien évidemment, enfin, l'ensemble de cette structure qui se met en place à Washington et qui est susceptible de continuer pendant une année au moins. L'objectif, c'est que ça dure 1 an et qu'au bout de cette année des négociations, un document en sortira. Alors on est très loin de cela, mais l'effet même que cette structure-là est mise sur pied avec cette ambition, avec cet encadrement, me semble positif. Le président américain Barack Obama, sa secrétaire d'État Hillary Clinton et les deux hommes Benjamin Netanyahou et Mahmoud Abbas, ce sont les 4. Oui, avec vous avez remarqué que la Maison-Blanche, que le président Obama a tenu à avoir à ses côtés les présidents égyptiens, le roi de Jordanie. D'ailleurs, la diplomatie américaine avait essayé aussi de mobiliser les présidents syriens et même le roi d'Arabie Saoudite pour être présent à titre d'accompagnement, disons, non pas comme partenaire des négociations entre Israéliens et Palestiniens, mais pour effectivement placer les décors, pour placer cet encadrement qui va voir des journées bien plus difficiles que des journées cérémoniales, avec les sourires et les poignées de main et des travails pour la caméra et pour l'opinion publique. On va parler des pourparlers en détail. Un mot sur la diplomatie européenne qui n'est pas présente, ça vous surprend ? Et du point de vue symbolique, oui. Du point de vue réaliste, non. Parce que qu'elle n'en l'aime ou pas, que ça plaise ou pas, la diplomatie européenne est bien absente de démarches décisives concernant le Proche-Orient. C'est le problème de la diplomatie européenne dans ce contexte et peut-être dans d'autres depuis au moins une vingtaine d'années, tandis que l'Europe pourtant est bien présente dans la réalité proche-orientale. Il y a un budget européen tout à fait considérable, plus important dans le domaine international, qui alimente la vie dans les territoires palestiniens et les territoires dits occupés et les territoires de Gaza. C'est-à-dire que le rôle européen pouvait être nettement plus affirmé en termes diplomatiques aussi, mais ce n'est pas le cas. Alors ce soir, il y a quelques instants, c'est Mahmoud Abbas qui dit « pas de négociation s'il y a toujours colonisation ». Et tout à l'heure, Benjamin Netanyahou a dit qu'il y aura des concessions douloureuses des deux côtés. L'une des principales concessions côté israélien, c'est la fin de la colonisation, le gel de la colonisation plutôt. Oui, comme vous savez, il y a un moratorium, si vous voulez, un arrêt sur des nouvelles constructions dans les colonies, et ces moratoriums est valable, d'après la décision du gouvernement israélien, est valable jusqu'au 26 septembre. C'est la date dont on va entendre parler beaucoup d'ici les 26, c'est-à-dire les 3 prochaines semaines, au moins en dehors des salles des négociations dans lesquelles nous ne savons pas vraiment ce qui s'échange. Et j'ai dit ça à titre d'espoir, parce que souvent dans ce type de négociations ô combien compliquées, la façade publique et la façade journalistique et médiatique vit sa vie. Et puis, quand les portes se ferment et les leaders se rencontrent et les conseillers prennent les petits déjeuners ensemble, il se passe aussi autre chose. Hein. Je ne suis pas sûr que ça sera le cas, mais je le mentionne. D'ici les 26, effectivement, j'imagine que l'élément principal autour duquel on jugera de l'état des tensions ou de progrès ou de difficultés des négociations
tourne autour de cet élément que vous venez de mentionner. Est-ce que le gouvernement israélien prolongera, au-delà du 26 septembre, le gel sur la colonie qui est pour l'instant présenté par la partie palestinienne comme une condition absolue. Si Israël ne le fait pas, les Palestiniens disent qu'ils vont partir au-delà du 26. Et d'ailleurs, ça met en exergue le rôle de Benyamin Netanyahou, qui va jouer un rôle important dans cet accord. C'est un homme de droite, d'ailleurs, qui peut-être fera aboutir cet accord. Comment il va pouvoir tenir malgré les contraintes et les pressions qu'on peut imaginer sur la scène politique israélienne? Voilà encore un dossier, si vous voulez. Depuis 1 an et demi, depuis son arrivée au pouvoir, de nouveau, Benyamin Netanyahou, on se pose des questions en Israël et ailleurs. Est-ce que cet homme-là, homme des droites, comme vous dites, non seulement des droites politiques, mais des droites de conscience, je dirais, et qui est né dans une famille des droites, baigné dans l'idéologie des droites, est-ce que cet homme-là, comme d'autres hommes des droites, parce que d'autres hommes des droites en Israël et ailleurs, ont su faire des pas nettement plus spectaculaires, voire Menachem Begin, voire, si vous voulez, même Richard Nixon dans un autre contexte, voire même le général de Gaulle, si vous voulez, dans des contextes, des grands conflits et des grands pas de l'histoire. Est-ce que cet homme-là de droite sera-t-il capable politiquement, mais peut-être d'abord encore psychologiquement, personnellement, de faire le pas, c'est-à-dire de se mettre à la hauteur d'un très grand pas dans l'histoire qui, bien évidemment, demandera des concessions et demandera qu'il regarde ailleurs que dans les directions dans lesquelles il est habitué de regarder politiquement. Et la structure qui vient de se mettre sur place aujourd'hui à Washington va peut-être éclairer un peu plus, y compris dans ce domaine-là. Est-il capable politiquement, psychologiquement, idéologiquement, de faire quelque chose qui est à la hauteur d'hommes d'État dans des occasions rares. Et de marquer l'histoire. Yoav Stocker, on va commenter ensemble un sondage avec notre partenaire Le Figaro. C'est une question qu'on pose aux internautes du Figaro.fr. Vous allez la voir s'afficher sur votre écran. Elle concerne bien sûr ce processus de paix Israël-Palestine. Est-ce que vous croyez un rapide accord sur ce thème-là? Eh bien, c'est plutôt pessimiste. Non, à 86%, oui, à 9%. Vous y croyez, vous, Yoav Stocker? C'est étonnant, ces réponses. C'est un public français auprès duquel la question a été posée. Oui, mais j'imagine que les pourcentages sera peut-être légèrement plus nuancés si le public était israélien, palestinien, jordanien ou égyptien. C'est-à-dire une majorité alors dites-nous, de pessimisme. Si les Israéliens, ça sera oui ou non? Les Israéliens sont optimistes pour la cet majorité accord? d'Israéliens, non, je crois qu'actuellement, la majorité d'Israéliens ne croit pas à ce que ce processus-là donnera quelque chose de plus tangible que les temps d'efforts précédents. Et c'est pareil dans les camps palestiniens, encore qu'il faut séparer. Vous savez, la partie palestinienne est divisée, il y a la réalité de Gaza, il y a la réalité des Cisjordanie, elles sont très différentes. Mais non, je crois que globalement, dans des chiffres peut-être légèrement plus nuancés, et la majorité des citoyens, des gens de la vie, et non, on n'y croit pas, mais combien de gens ont cru à l'issue du dialogue sur la paix au Vietnam, sur la fin de l'apartheid, sur une bonne partie d'œuvres de la décolonisation française, britannique, portugaise, allemande? Voilà. L'opinion publique, avec tout le respect que nous la devons, c'est une chose, et la réalité diplomatique et l'histoire qui fait son chemin en est une autre. Merci beaucoup, Yoav Stocker, pour cette analyse avec nous ce soir. On va préciser que Benyamin Netanyahou et Mahmoud Abbas se retrouveront les 14 et 15 septembre dans la région, sans autre précision, c'est ce qu'ils ont dit, puis toutes les 2 semaines pour tenter donc d'aboutir à un accord cadre. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Je vous en rappelle le principal fait, c'est la gauche qui durcit le ton et qui appelle aujourd'hui Éric Woerth à la démission. Le ministre du Travail a admis, vous le savez, être intervenu pour l'attribution de la Légion d'honneur à Patrice Demestre, le gestionnaire de fortune de Liliane Bettencourt. Restez avec nous sur Public Sénat. Dans un instant, c'est un documentaire intitulé « Un homme et ses femmes » qui aborde le thème délicat de la polygamie. Belle soirée à vous.